lançons aujourd'hui notre 10e Petit Déj Pro. L'objectif de ces Petits Déj Pro en direct du Rubixco à Montlouis-sur-Loire, dans la communauté de communes de Touraine-Est-Vallée, nous vous proposons tous les premiers mardis de chaque mois un Petit Déj Pro sur une thématique de gestion d'entreprise. L'objectif est de donner des clés avec un intervenant, un expert sur une thématique bien précise. Ce matin, donner du sens à sa fiscalité. On accueille Vincent Beaufour et Romain Loubeau, qui sont tous les deux conseillers du patrimoine, conseillers patrimonial, affiliés au réseau Innovea. Ce Petit Déj Pro est en partenariat avec l'association que je préside, association ERET, Entreprendre et Réussir dans l'Est Touraine. L'objectif de cette association est de regrouper les entreprises du territoire, donc sur la communauté de communes de Touraine-Est-Vallée, de se rencontrer, d'être un facteur de développement des entreprises et d'être un interlocuteur privilégié entre les élus du territoire et nos entreprises. Je vous propose donc de démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais donner la parole donc à, je crois que c'est Vincent qui va démarrer ce format-là. Je vous souhaite un bon Petit Déj Pro et pour vous présenter, donc là il est 9 h. À partir de, il va y avoir une présentation de 9h45. On va essayer d'intervenir avec vous. Sur Facebook aussi, n'hésitez pas à commenter. On relayera vos interventions. Pour nous aider ce matin, on a Anne-Sophie qui est Office Manager du Rubixco et qui nous aide à monter ce format. Et donc à 10 h, la session sera terminée. Merci à tous encore pour votre présence. Je coupe mon micro et je laisse la parole à toi, Vincent. Merci. Alors, merci Maxime de nous accueillir au sein du Rubixco. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Vincent Beaufour. J'ai travaillé en tant que salarié pendant 20 ans, à peu près une vingtaine d'années dans le domaine bancaire. Et le programme est assez dense ce matin, donc voilà. Alors, pour commencer, on va poser une question pour lancer un peu ce petit déjeuner. Donc, vous allez avoir quelques minutes pour répondre. La question donc est, en tant que dirigeant, quelles sont vos priorités? Et donc, vous allez avoir plusieurs choix à sélectionner. Donc, je pense que Maxime, tu vas passer sur Zoom du coup. Je vais prendre le relais ici sur le micro. Donc on vous propose, ceux qui sont connectés, nos internautes qui sont avec nous ce matin sur Zoom, vous avez directement une question qui s'affiche à l'écran. Donc c'est une question à choix multiples. La question, en tant que dirigeant, quelles sont vos priorités? Et sur Facebook, on attend aussi vos commentaires. Vous pouvez nous transmettre vos réponses sur le chat. On relayera également à Vincent et Romain vos réponses. Donc la question ce matin, en tant que dirigeant, quelles sont vos priorités? Vous avez la possibilité de cliquer sur plusieurs réponses, à savoir rendre mon entreprise attractive, réduire la fiscalité, valoriser et reconnaître mes salariés, protéger mon conjoint et ma famille, optimiser ma trésorerie et mon épargne, fidéliser mes salariés ou préparer ma retraite. Voilà. Et comme disait Vincent, on va démarrer par ce sondage qu'on va commenter juste après. Ensuite, il y aura une présentation. Le format est assez dense ce matin en effet. N'hésitez pas sur Facebook ou dans le chat de Zoom à nous faire parvenir vos messages, vos interrogations, et puis moi je les ferai parvenir au moment opportun à Vincent et Romain pour pouvoir vous répondre. Voilà. Donc là, pour le moment, vous êtes 10 de connectés, enfin, on est 12 participants, et donc il y en a 10 qui participent à ce sondage. Sur Zoom, vous avez été 3 à répondre, donc on vous laisse un petit peu de temps, encore 30 secondes, et puis derrière j'envoie les réponses. On a en effet j'ai un de mes adhérents qui nous dit sur le chat de Zoom que sa priorité c'est de satisfaire ses clients. C'est vrai que c'était pas dans les propositions. Après c'est une liste non exhaustive. Satisfaire ses clients, je crois qu'on est un peu loin de la fiscalité, a priori. Justement, ce sera une question peut-être que je pourrais vous poser après. Mais ne restez pas fermés à
à ces propositions-là. Bien sûr qu'en ce moment, dans ce contexte assez compliqué, on est aussi là pour faire tourner les entreprises et donc la gestion des clients est une priorité, bien entendu, Eric. Ok, vous êtes 6 sur 10, ça fait 2 minutes, 2 minutes 20 que vous avez, qu'on a lancé. Je laisse encore 5 secondes et je clôture le sondage. Ok, je vais faire un sondage et puis je vais vous le partager. Anne-Sophie, sur Facebook, est-ce qu'on a des retours? Pas de questions. Non. Pas de questions et pas de réponses. Ok, donc je partage les résultats. Donc, Vincent Romain, ce matin, sur la question que vous avez posée en tant que dirigeant, quelles sont vos priorités? On a 86% des personnes qui ont répondu, qui ont marqué rendre mon entreprise attractive. Ça revient un peu à ce que disait Eric sur la partie gestion des clients, priorité avec les clients. Ensuite, on a une majorité qui nous dit protéger mon conjoint et ma famille, 71% des réponses. À 57% réduire sa fiscalité. Et puis après, à 43% optimiser ma trésorerie et mon épargne. 29% valoriser et reconnaître mes salariés. Et puis à 14% fidéliser mes salariés. Ce qu'on peut voir, c'est que tout le monde a répondu, au moins une personne a coché une réponse. Donc a priori, on est dans la cible. Je vous laisse le commenter, je ferme mon micro et puis je vous laisse la parole. Alors, c'est bon, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, pour le coup, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que les enjeux dans les entreprises sont, comment dire, alors on va passer sur... J'arrête le partage. Il faut qu'on ait bloqué Moi, le sondage, il est arrêté. Bah, on n'a pas la main sur le. Attends. On ne peut pas se reprendre. Il ne faut pas que je me reprenne que bloqué. Bon, petit souci technique ce matin, ça permet que tout le monde se voir. Montrer aussi qu'on est bien en direct, ça fait partie du direct. On a répété, mais c'était pas mal. Est-ce que là c'est mieux? Ah, ça y est, c'est reparti. Il y a un petit bug, désolé. Ok, donc, ce qu'on peut constater finalement, et c'était aussi le but de ce sondage, c'est qu'on voit bien que dans les entreprises, il y a des préoccupations communes, et quelle que soit la taille de l'entreprise finalement. Hein, donc c'est ce qu'on peut retenir aussi de ce sondage, c'est que on a aussi des objectifs tels qu'alléger le coût du travail et puis optimiser les résultats de l'entreprise. Ça c'est un point qui est quand même très important. On va avoir aussi l'optimisation de la rémunération du dirigeant et améliorer son patrimoine. Recruter et fidéliser les collaborateurs, ça je pense que c'est un point important. On avait une question tout à l'heure par rapport à ça sur rendre attractive l'entreprise pour mes clients. Quand on fidélise ses collaborateurs, finalement c'est aussi un point important et qui peut permettre de fidéliser aussi ses clients. Il y a un lien qui se crée par ce biais-là. Avec ses collaborateurs, tout à fait. Ouais. Financer les futures retraites, alors on l'a vu, c'était aussi un sujet, c'est revenu pas mal dans les réponses. Là, on va avoir des leviers où l'entreprise va pouvoir permettre d'aider les collaborateurs et les salariés à financer aussi les futures retraites par le biais de différents dispositifs, en sachant que la pression sociale et fiscale finalement s'accentue, et ça aussi c'est une vraie question, je pense, pour les dirigeants aujourd'hui. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est donc les dispositifs de partage de profit, et ça va répondre finalement un petit peu aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure, à savoir rendre attractive l'entreprise, fidéliser, enfin voilà, toutes ces thématiques qu'on a pu aborder. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aborder le dispositif de l'épargne salariale. Il va répondre, ce dispositif, à des objectifs précis, c'est-à-dire que si vous souhaitez profiter des avantages fiscaux prévus par la loi, hein, tout en proposant à vos salariés de se constituer une épargne avantageuse et de s'associer à la vie de l'entreprise. Et là, finalement, on donne du sens
avec ce dispositif à l'entreprise finalement. Alors, l'avantage de ce dispositif, c'est que vous êtes dans un dispositif gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le chef d'entreprise est gagnant en valorisant le travail de ses salariés, et les salariés sont aussi valorisés, ils sont gagnants à partir du moment où effectivement ils bénéficient de ce type de dispositif. Alors, l'épargne salariale, on va le voir, elle permet de répondre à un ensemble de préoccupations d'entreprise, mais aussi préoccupations des salariés. Donc là, on est toujours dans cette notion de gagnant-gagnant. L'épargne salariale va permettre donc de fidéliser et de motiver donc les salariés en partageant le profit de l'entreprise. Elle va aussi pouvoir attirer des compétences, et finalement, c'est ce qui peut rendre aussi l'entreprise attractive, parce qu'avec ces dispositifs, on va donner là aussi de la plus-value. On peut optimiser les rémunérations. De quelle manière? On sait qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir augmenter un salarié, même si on le souhaite, parce que ça génère des coûts supplémentaires. On voit que ces dispositifs-là peuvent permettre justement d'optimiser la rémunération. Vous pouvez aussi, par le biais de ces dispositifs, donc préparer les projets d'épargne et les retraites supplémentaires en capital. On va flécher les économies de charges sociales et d'impôts vers la constitution d'un patrimoine financier. On va aussi utiliser le levier de la réduction d'impôts de l'entreprise et du bénéficiaire, en partie par le biais de ces dispositifs. Et on verra après de quelle manière, et on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne de manière claire et lisible. Ce qui est important, c'est que ces dispositifs-là, ils concernent tout le monde, d'accord, au sein de l'entreprise. Alors, il faut juste que l'entreprise ait au moins un salarié qui soit donc distinct du dirigeant. Voilà, c'est la seule condition, je dirais. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ces dispositifs restent disponibles, malgré tout, souples et modifiables dans le temps. Donc on n'est pas figé et enfermé dans un schéma. Voilà, il y a toujours des possibilités de moduler et de modifier tout ça. Enfin, je dirais un petit peu la cerise sur le gâteau, et c'est aussi notre thématique du jour, c'est que les montants distribués donc, sont, eux, exonérés de cotisations sociales, mais également d'impôts s'ils sont investis dans les plans d'épargne. Et donc là aussi, c'est une vraie plus-value qu'on va permettre de mettre en place. On va faire un focus donc, sur le marché de l'épargne salariale. Donc, on vous a mis à disposition un petit graphique qui est extrêmement simple. Donc, ce graphique qui représente la part des salariés ayant accès à un dispositif de participation, d'intéressement ou d'épargne salariale. Donc là, c'était en 2017. Ce qu'on peut constater de manière très simple, c'est que les entreprises de plus de 50 salariés bénéficient donc de dispositifs, participation, intéressement, et on voit que ça a été mis en place de manière assez soutenue. Par contre, ce qu'on constate également, c'est que les entreprises de moins de 50 salariés, elles, ont peu de dispositifs mis en place. Donc pourquoi est-ce que c'est le cas? On peut penser que ces entreprises sont peu ou pas accompagnées dans la mise en place de ce type de dispositif. Donc là, c'est aussi le rôle de ce petit déjeuner aujourd'hui, de dire voilà, ça existe et vous pouvez le mettre en place. Ce que je vous propose, c'est une vidéo qui va vous expliquer de manière très simple et très précise le fonctionnement d'épargne salariale. Donc elle est courte. Épargner, préparer son avenir, on sait bien que c'est important. Vous devez vous poser la même question que moi. Comment épargner sans rogner sur notre pouvoir d'achat? Eh bien, j'ai la réponse. Avec le PEE, le plan d'épargne entreprise, c'est possible. C'est un dispositif d'épargne salariale mis en place par l'entreprise. Je vous explique. Tout comme moi, Lise et Mathieu placent sur le PEE leur prime d'intéressement et de participation, s'il y en a, sur des produits d'investissement sélectionnés par leur entreprise. En plus, bien souvent, l'employeur met en place un abondement, c'est-à-dire qu'il rajoute de l'argent sur ce que vous placez dans votre PEE. Vous voyez, c'est très avantageux. Je dis ça, je dis rien. N'empêche que depuis que Lise et Mathieu savent tout ça, je ne les entends plus dire « on n'a pas les moyens d'épargner ». Et si en plus, vous souhaitez compléter votre épargne avec des versements personnels, rien de plus facile. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas d'imposition sur les plus-values sur vos investissements. Mais je vous entends déjà me dire « oui, mais mon épargne dans le PEE est bloquée 5 ans ». C'est vrai. Mais il existe 9 cas de déblocage anticipé, comme par exemple le mariage, l'arrivée du 3e enfant, l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale, la création d'une entreprise. Mais il y a aussi des cas pour faire face à des situations difficiles, comme la fin du contrat de travail, le divorce, le surendettement, l'invalidité ou le décès du conjoint ou du salarié. Dans ces moments-là, c'est tout de même rassurant de savoir que notre épargne est disponible. Dans tous les cas, vous récupérez votre argent sous forme de capital.
Cette vidéo, elle est très simple, elle explique les dispositifs d'épargne salariale. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais revenir justement, de faire un petit panorama là-dessus. Ça va mettre un petit peu en visu ce qu'on vient de voir. Premier point, on va parler de flux. Donc là, dans le premier schéma, on va avoir la notion d'intéressement, de participation et d'abondement. Donc ça, ce sont des flux, donc de l'argent versé par l'entreprise. On va avoir également, de l'autre côté, un second flux qui va être, lui, le versement personnel, le transfert d'anciens plans, et puis des jours de congé, puisque le transfert de jours de repos peut être monétarisé dans des plans d'épargne entreprise. Donc ces flux vont être versés dans des dispositifs de plan d'épargne salariale. Donc on va avoir le plan d'épargne inter-entreprise, donc on verra que la durée de détention est de 5 ans minimum. Donc là on va répondre sur un objectif court, moyen terme, concrètement. Et puis on va avoir également le plan d'épargne retraite inter-entreprise qui, comme son nom l'indique, lui, va permettre une préparation à la retraite tout simplement. Là, on est sur plutôt long terme. Là, on est vraiment sur un objectif à long terme. Alors, tout dépend de l'âge Oui. au moment de souscription, mais en l'occurrence, on est de plus en plus sur des schémas long terme, effectivement. Point important, les flux, donc ces sommes d'argent versées, que ce soit par l'entreprise ou par les salariés, peuvent vous permettre de bénéficier d'exonération fiscale. Enfin, il faut savoir que l'employeur, lui, peut abonder, s'il le décide, sans autre accord, il peut abonder sur le plan d'épargne retraite. D'accord ? Donc ces flux versés dans ces différents dispositifs vont générer ce qu'on appelle un stock, donc qui sera en place par la suite. Donc là, c'était le premier point, le panorama, voilà comment ça fonctionne. On vous a préparé un index, parce que finalement on parle de participation, d'intéressement, d'abondement, donc tout le monde a entendu parler de ça, et c'est pas toujours évident de mettre en valeur et de savoir à quoi ça correspond clairement, donc là l'idée c'est vraiment d'avoir une idée bien précise de ce que ça génère. Alors, l'index c'est un lexique finalement, il est très simple, donc l'intéressement c'est quoi? C'est quelque chose une somme qui est versée aux salariés, donc en fonction des résultats ou des performances de l'entreprise, et donc elle dépend d'une démarche volontaire. Donc là, elle est mise en place par le chef d'entreprise, et on va appeler ça finalement une prime à la performance. Donc toujours dans le cadre de la valorisation et de l'attractivité de l'entreprise. La participation, elle va représenter une part des bénéfices de l'entreprise. Elle est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Par contre, elle est facultative pour les autres entreprises. On va appeler ça, là, une prime de partage des résultats. Les versements volontaires, donc eux, sont effectués par les salariés ou les dirigeants, avec leur propre épargne. L'abondement, c'est une aide financière complémentaire de la part de l'entreprise à ses salariés et sur leur somme épargnée. Donc que ça soit sur un plan d'épargne inter-entreprise ou sur un plan d'épargne retraite. Et il faut savoir que ce versement, cet abondement, il peut aller jusqu'à 300% du versement effectué. Et on va appeler ça la prime à l'épargne, pour nous. Le forfait social, alors on entend souvent parler, mais c'est toujours un peu obscur. Donc c'est une contribution qui est à la charge de l'employeur. Elle est prélevée sur les rémunérations ou sur les gains exonérés de cotisation de sécurité sociale, mais assujettie à la CSG. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, ça ne concerne que certaines entreprises, c'est-à-dire que ça ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés dorénavant, donc depuis la création de la loi Pacte. Et enfin, on va vous parler du PASS, vous verrez que c'est important pour la suite. Le PASS, c'est pareil, c'est toujours un peu flou. Donc concrètement, c'est un outil qui permet de calculer certaines cotisations ou prestations sociales. Donc on voit pour cette année, le PASS, il représente 41 136 €. Voilà, et donc ça représente 3 428 € par an. Voilà. Je vais passer la main à Romain sur la suite. Donc voilà pour la partie globale. On va rentrer un peu plus maintenant dans le détail et dans la précision au niveau fiscal et social. Puisqu'en fait, ces versements qui vont être effectués par l'entreprise, l'abondement, la participation, l'intéressement, ces sommes, elles vont être soumises à un régime fiscal et social. Et ce régime, vous allez voir qu'il est ultra avantageux. Tout d'abord, l'entreprise, lorsqu'elle verse de l'abondement, de l'intéressement, qu'est-ce qui se passe pour elle? Ces sommes sont déductibles du bénéfice imposable. Dans un deuxième temps, ces sommes sont également exonérées de charges sociales, ainsi que de forfait social, comme l'a dit précédemment Vincent, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça ne coûte rien à l'entreprise. L'argent que l'entreprise sort pour le donner à son salarié, ça lui coûte 0. En contrepartie, en face, on a le chef d'entreprise ou le salarié qui, lui, va recevoir ces sommes d'argent. Ces sommes qu'il reçoit sont exonérées d'impôts sur le revenu. Et elles sont également exonérées de charges sociales, excepté la CSG et la CRDS à hauteur de 9,7%, qui reste donc un montant vraiment dérisoire. Il y a quand même une obligation pour l'entreprise, c'est d'avoir au moins un salarié en plus du chef d'entreprise. Voilà.
Ça, c'est vraiment important. Et on vous l'a mis en dessous, il y a quand même des conditions d'effectif et d'éligibilité à bien vérifier. Donc ça, c'est vraiment à faire avec votre conseiller. Avant de mettre en place un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne salariale, validez bien que les conditions d'emploi d'un salarié sont bien respectées. Ça, c'est votre conseiller qui saura vous le dire. Donc ça, c'est au cas par cas. Oui. Et parce que je pense qu'on a bien compris la théorie. Après, je ne sais pas si vous allez derrière, c'est en pratique comment on va mettre en place ces plans, qui les met, à quel moment. On y vient. Ok, super. Merci pour la transition. Là, ce que vous allez voir maintenant, c'est qu'en fait, la participation, l'intéressement, l'abondement, vous allez voir qu'il y a une efficacité qui est décuplée pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui concerne globalement la plupart des entreprises de l'assaut. Exactement. L'idée, c'est de vous dire, imaginons, vous, chef d'entreprise, vous avez 1000 euros. Vous avez un budget de 1000 euros que vous avez pu dégager et que vous souhaitez utiliser pour pouvoir récompenser ou verser à vos salariés ou à vous, chef dirigeant. Avec ces 1000 euros, comment est-ce que vous allez pouvoir les verser? Tout d'abord sous forme de salaire. Je donne un salaire complémentaire de 1000 euros. Qu'est-ce qui va se passer sur ces 1000 euros? Il va y avoir des cotisations sociales, il va y avoir de l'impôt sur le revenu qui va être payé par le salarié. D'accord? Là, on est sur un salarié qui a une tranche marginale d'imposition à 30%. Globalement, le salarié va lui rester 386 euros qui vont lui rentrer dans sa poche nette. Deuxième cas de figure, on est sur le travailleur non salarié. Voilà. Lui, il va avoir des cotisations sociales un peu moins importantes. On aura toujours de la fiscalité sur les revenus. Et bien, s'il se verse de l'argent, il va lui rester 503 euros dans sa poche sur les 1000 euros que l'entreprise aura sortis. Troisième cas de figure, on est dans le cadre de l'épargne salariale. Et là, l'entreprise dit, je verse une prime d'intéressement à mes salariés. Et les salariés disent, moi, l'argent, je ne veux pas le mettre sur mon plan d'épargne salariale, je veux l'encaisser. Il le peut. Eh bien, il y aura un tout petit peu de cotisation sociale, mais il y aura aussi de l'impôt sur le revenu parce que la personne encaisse l'argent tout de suite. Il ne l'a pas mis dans son plan. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec l'épargne salariale, si on est sur de l'abondement, si l'argent il est investi sur le plan d'épargne salariale, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. S'il est encaissé, il y a de l'impôt sur le revenu. Tout comme l'intéressement et la participation. Et il y a le dernier cas de figure, qui va du coup être le plus avantageux, c'est quoi? C'est le salarié ou le dirigeant qui dit, cette somme qui m'a été versée par l'entreprise, je veux la mettre sur mon plan d'épargne salariale. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a uniquement, sur les 1000 euros, 97 euros qui vont être soumis aux cotisations sociales. Tout le reste, ça va dans la poche du bénéficiaire. 903 euros. Donc là, concrètement, on est sur la création de valeur au-delà de 90%. Et là, je vous amène à faire un petit comparatif pour ceux qui seraient amenés à se verser du dividende. Lorsqu'on se verse du dividende, qu'est-ce qui va se passer? Ça passe à la moulinette de l'impôt sur les sociétés, 28%. Et puis, forcément, il va falloir le déclarer aux impôts. Et là, il y aura le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, à hauteur de 30%. Un dirigeant qui sortira 1000 euros de dividende, finalement, dans sa poche, il va lui rester que 504 euros. Voilà. Je vous laisse mettre en perspective cette somme avec l'épargne salariale si elle est investie. Donc vous voyez là toute l'efficacité qu'il peut y avoir au niveau de la participation, de l'intéressement et de l'abondement. Épargne salariale, ok. Pour un dirigeant, ok. Un dirigeant forcément salarié, un TNS. Alors, un dirigeant d'entreprise, très bonne question. Un dirigeant d'entreprise peut être salarié de son entreprise, Tout à fait. mais peut également travailleur non salarié. Oui. Et on va voir tout à l'heure les avantages qu'il peut y avoir pour le TNS. D'accord. Voilà. Parce que depuis la loi PAC, Vincent en a parlé tout à l'heure, il y a eu quelques évolutions majeures qui font que pour un TNS, ces dispositifs-là peuvent être très 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 bénéfiques. Et là, juste dernière remarque. Dans cette remarque, on voit bien qu'en effet, c'est hyper intéressant le plan d'épargne salarié. On va l'abonder, mais dans quelques temps, on va le ressortir l'argent. Et là, il va y avoir de l'impôt. Alors, sur un plan d'épargne salariale, sur le PEI, d'accord, le plan d'épargne inter-entreprise, la somme elle est bloquée 5 ans. D'accord. Au-delà des 5 ans, cette somme n'est plus fiscalisée. D'accord. Voilà. Donc le salarié peut, s'il le souhaite, le bénéficiaire peut, s'il le souhaite, retirer cette somme avant 5 ans, mais là, du coup, elle sera soumise à l'impôt. Et si on attend cette durée des 5 ans, il n'y aura pas d'impôt dessus. Voilà. Mais on y revient un petit peu après. Il y a 4 questions clés à se poser avant de mettre en place un plan d'épargne salariale. La première question, c'est déjà quelles entreprises sont éligibles à un plan d'épargne salariale? Toutes les entreprises, les professions libérales, mais également ceux qui perçoivent des BNC ou des BIC, d'accord? Mais c'est surtout de s'assurer que l'entreprise elle est rentable et qu'elle a un minimum de trésorerie. On va s'assurer également qu'il y a un contrat de travail au sein de l'entreprise, en plus du mandataire social. Donc il faut un salarié à minima, en plus du dirigeant. Ce salarié ne peut pas être un alternant, un apprenti, ni le conjoint collaborateur. Qui va pouvoir en bénéficier du plan épargne salariale ou du plan épargne inter-entreprise ou du plan épargne retraite?
eh bien, le chef d'entreprise peut en bénéficier, pour les entreprises maximum de 250 salariés, ainsi que tous les salariés, même les apprentis, les alternants peuvent bénéficier d'un plan d'épargne salariale. Le conjoint collaborateur, le conjoint partenaire de PACS également peut en bénéficier. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un contrat en fait, avec un salarié. Exactement, en plus. C'est ça. C'est-à-dire que si je suis chef d'entreprise, travailleur non salarié, que j'ai mon conjoint collaborateur qui est dans l'entreprise, que j'ai un alternant et que j'ai un salarié en CDI, C'est parfait. tout fonctionne et tout le monde rentre dedans. Tu coches toutes les cases et tout le monde rentre dedans. Maintenant, combien est-ce qu'on va pouvoir verser à titre personnel sur ce plan d'épargne interentreprise ou sur ce plan d'épargne retraite? Qu'est-ce que je vais pouvoir verser? Le salarié, lui, il va pouvoir verser maximum chaque année 25% de sa rémunération brute. Donc le salarié, tu l'as dit tout à l'heure Maxime, ça peut être le dirigeant ou le salarié, l'employé. Et si c'est un TNS, il va pouvoir verser 25% de son revenu d'activité de l'année en cours. Et si c'est les BIC et les BNC, c'est 25% du revenu d'activité de l'année N-1. Pour rentrer pas plus dans le détail, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour ce qui est du PER, le plan épargne retraite, là, il n'y a pas de plafond. On peut verser ce qu'on veut dessus. Et dernière question, quand est-ce qu'on peut verser sur son plan d'épargne salariale? Eh bien, on peut verser dès le premier jour pour le salarié, d'accord, sachant qu'il peut y avoir des conditions d'ancienneté. L'entreprise peut décider de dire vous ne pourrez verser sur votre plan d'épargne salariale que dès lors vous avez au moins 3 mois d'ancienneté. Ça, c'est le maximum. Et donc, il y a 2 conditions cumulatives pour le dirigeant. C'est avoir un salarié présent au moment du versement, mais également avoir un salarié sur l'exercice de l'année civile précédente. Tout ça, bien sûr, c'est votre conseiller qui va bien le valider avec vous. Donc, voilà les 4 questions clés à se poser. Maintenant, point important, cette épargne qui a été investie dans le plan d'épargne retraite ou dans le plan d'épargne interentreprise, eh bien, il est bloqué un certain temps. Mais il y a des cas de déblocage anticipés. Sur le plan d'épargne entreprise, on a durée de blocage chez 5 ans. Mais à quel moment est-ce qu'on peut sortir l'argent? Si jamais il y a une cessation du contrat de travail, si le salarié ou le dirigeant est amené à se marier ou à se taxer, on peut débloquer les fonds. Si on est amené à acquérir sa résidence principale, si on agrandit sa résidence principale, si on crée une entreprise, si on a une naissance, si on divorce, s'il y a une séparation ou une rupture de Pacs, s'il y a le décès du conjoint, ça c'est super important. Demain, vous avez le décès de votre conjoint, vous pouvez débloquer les fonds. Ça vaut pour le plan d'épargne entreprise, mais ça vaut également pour le plan d'épargne retraite. Si vous avez de l'invalidité, donc du titulaire, mais ça peut être aussi les enfants, s'il y a une situation de surendettement ou de violence conjugale, ce sont des cas de déblocage. Voilà. Et pour le plan d'épargne retraite, on y rajoute également la perte des droits au chômage, ou la cessation d'activité pour un non-salarié. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que cette épargne, elle est investie, bloquée avec tous les avantages fiscaux que vous avez pu voir juste avant. Mais si jamais vous en avez besoin dans un cas de force majeure, vous pouvez la sortir. Donc je vais laisser la parole à Vincent qui va maintenant vous faire un focus sur l'abondement et la prime d'intéressement qui sont des formidables outils. Pour timing, Vincent, il est 9h30, il reste 15 minutes a priori, on peut aller 15-20 minutes pour après qu'on puisse interagir avec ceux qui sont avec nous ce matin. Ça marche, on va dérouler. Alors c'est vrai que le contenu est dense ce matin, mais il y a tellement de choses à dire, c'est vrai que ça fait pas mal. Donc l'abondement, c'est le dispositif le plus simple. On l'a vu tout à l'heure, l'abondement c'est ce qu'on appelle la prime à l'épargne. Dans le cadre d'un PEI, l'abondement peut représenter donc 8% du PAS, on l'a vu tout à l'heure, donc ça représente 3 291 € en 2021. Pour rappel, PEI, on l'a vu, c'est du court moyen terme à 5 ans, et on l'a vu aussi, versement personnel est limité à 25% de la rémunération pour le salarié. Le plan d'épargne retraite, lui, l'abondement peut représenter 16% du PAS, donc soit 6 581 €. Là, on est bien encore sur un objectif à long terme, avec pas de limite de versement personnel. L'abondement, il peut représenter de 0 à 300%, d'accord, sur le versement déjà fait initialement. On va voir, on l'a fait une projection chiffrée pour que vous puissiez avoir une vision très précise. L'abondement, il peut être perçu aussi grâce à un versement volontaire. Si le salarié décide par exemple de faire un choix de versement, il peut le faire dans le PEI ou dans le PERI, d'accord, et puis il pourra choisir de le déduire donc, de ses revenus. Et c'est valable aussi pour le TNS qui pourra le déduire du résultat de l'entreprise. Point important, l'entreprise peut décider de mettre une option sur la période de versement. C'est-à-dire qu'elle peut faire coller cette période de versement, par exemple, au dernier trimestre avant la clôture de son exercice. C'est une sécurisation, ça évite à l'entreprise, par exemple, si elle n'a pas de trésorerie, de se retrouver à devoir verser de l'abondement, alors que finalement le contexte n'a pas été favorable et qu'elle ne peut pas le faire. Donc là, voilà, il y a ce levier-là aussi qui est en sécurisation qui vient derrière permettre
de limiter le risque. Concrètement, et de manière chiffrée, si le dirigeant souhaite mettre en place une règle d'abondement, la plus avantageuse, on l'a vu tout à l'heure, c'était 300% du plafond légal. Donc pour un versement de 1 097 € dans un PEI, l'abondement donc représentera 3 290 €, ce qui fera un stock donc, de 4 387 dans le PE. Et pour le plan d'épargne retraite interentreprise, pour un versement de 2 194 €, on aura un abondement de 6 581 €, donc pour un abondement de 300%, ce qui représente 8 775 €. Ce qui veut dire que le stock du PER et du PEI représente 13 162 € d'épargne, avec un effort d'épargne de seulement 3 291 €. Voilà, donc on voit toute la puissance de l'abondement par rapport à ces versements. Et là, on verra que pour valoriser notamment le salarié, avec un petit versement entre guillemets, on aura un abondement assez conséquent. Donc ça, c'est la règle des 300%. Si on met en place une règle d'abondement à 100%, avec les mêmes montants, 3 290 € de versement représenteront donc 3 290 € d'abondement, avec un stock de 6 581. Et pour le PER, pareil, 6 581, ça va apporter 6 581, et donc 13 162. Donc là, on voit que l'effort d'épargne personnelle est un petit peu plus important. Alors, dans ce cadre-là, l'effort, entre guillemets, demandé aux salariés pour atteindre cette règle d'abondement sera plus difficile. C'est-à-dire que forcément, il faudra qu'il verse plus pour obtenir cette règle d'abondement. Ça sera peut-être plus simple pour le dirigeant. Donc après, voilà, ça c'est vraiment le dirigeant qui va décider de quelle façon il veut valoriser et mettre en place cette règle d'abondement. Alors j'ai une très bonne question que je peux te poser tout de suite. Quand un salarié fait un dépôt volontaire, est-ce que la règle de l'abondement s'applique? Alors ça dépend de ce qui a été mis en place par l'entreprise. Et ça va dépendre aussi, c'est pour ça qu'on disait, ça dépend à quel moment le dirigeant a décidé que la règle de versement était faite. Donc l'abondement n'est pas obligatoire, ça va dépendre de la règle mise en place dès le départ. Et donc on va voir que là, notamment, alors ça va être même juste après, on va vous montrer justement qu'on peut fixer des règles précises et qu'on peut changer les règles dans certains cas sur l'abondement justement. Donc il n'y a pas d'obligation. Là aussi on reste toujours dans la souplesse et dans cette notion de pouvoir modifier les choses. Alors un exemple, par exemple, pour fidéliser ses salariés. On peut mettre en place une règle par tranche d'ancienneté. Donc, le chef d'entreprise veut fidéliser ses salariés, il peut utiliser l'abondement, donc avec des plafonds, avec un taux unique, d'accord. Mais par contre, il peut mettre des plafonds différenciés en fonction de l'ancienneté du salarié. Donc, on va reprendre notre exemple à 300%. Un salarié qui va avoir moins d'un an d'ancienneté, par exemple, il bénéficiera au maximum d'un abondement de 200 €. Donc, je peux répondre à ça, par exemple, le versement volontaire, on en parlait. Si on a mis cette règle-là en place, le salarié ne pourra pas avoir plus que ça. Pour un salarié de moins de 3 ans, on aura 600 €, moins de 5 ans, 1200. Et le salarié qui, lui, a de l'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel on veut vraiment valoriser sa fidélité et son travail, on va bénéficier du maximum d'abondement. Concrètement, cette règle-là, elle peut gérer les problématiques des sociétés, notamment qui peuvent employer des saisonniers ou qui ont un fort turnover de personnel. Et la règle, on l'applique au cas par cas, encore une fois, et on fixe le curseur qu'on veut. Exactement. On reste toujours souple dans la mise en place de ces solutions-là. Hein. Et d'ailleurs, justement, on parlait d'abondement, on revient dessus justement, donc la notion d'abondement, elle reste souple. Hein. Donc on l'a dit tout à l'heure, elle peut être modifiée d'une année sur l'autre. Le chef d'entreprise peut donc lui décider donc, de modifier la règle d'abondement, donc pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce qui est important, c'est que la modification, elle prend effet après information des bénéficiaires, donc les salariés, d'accord, et du teneur du compte, c'est-à-dire le partenaire avec qui il a mis en place ses plans d'épargne entreprise, ses plans d'épargne retraite. Le calendrier, il est précis. S'il y a eu un versement qui a été fait au cours de l'année avant la signature de l'avenant et avant ce soit une modification, le changement ne sera effectif que l'année d'après. D'accord ? S'il y a déjà eu un versement de fait, on devra attendre le mois de janvier de l'année d'après. Si par contre, il n'y a eu aucun versement de fait, à ce moment-là, la modification, elle prend effet dès que l'information a été donnée aux salariés et aux partenaires avec qui le dispositif a été mis en place. Sur l'intéressement, on va faire l'intéressement, c'est quoi? C'est la possibilité d'associer les salariés à la bonne marge de l'entreprise. Hein, c'est une forme de prime collective. Hein. Par contre, effectivement, elle est conditionnée à l'atteinte des objectifs fixés par le chef d'entreprise et donc elle est versée une fois par an. Donc là aussi, grande souplesse. On définit un objectif au début de l'année. Si l'objectif est atteint, c'est super, on peut verser cette prime. Si malheureusement il n'est pas atteint,
on reste en sécurisation et on ne sort pas de trésorerie. On avait fait une thématique précise sur justement l'intéressement, un petit déj pro avec comme thématique mettre en place l'intéressement. Et c'est vrai que là, on peut aller chercher de la performance sur de l'entreprise et intéresser les salariés sur cette performance. Exactement. Et on peut vraiment tout mettre. On avait parlé, je crois, une entreprise de transport qui a un fort taux d'accidentologie et du coup une assurance assez élevée. Et ben derrière, on va travailler avec les salariés pour diminuer les accidents et donc le chef d'entreprise s'y retrouve parce que moins d'incidence, moins de casse, moins d'assurance et le salarié est gagnant-gagnant. Exactement. Absolument. Donc là, deux options pour le bénéficiaire. Soit le salarié décide de placer sa prime donc sur son PEI ou sur son PER et donc là, il bénéficie de l'exonération d'impôt. Donc là, c'est coup double entre guillemets. Par contre, s'il a effectivement besoin de percevoir sa prime, il peut le faire, donc de manière partielle ou totale. Là aussi, ça reste au libre choix du salarié. Hein. À défaut, la prime est investie à 100% sur le plan d'épargne inter-entreprise. Donc, Romain, on va basculer sur mettre sa fiscalité au service de sa retraite. Il nous reste combien de temps, Maxime? On peut se fixer encore 10 minutes. C'est parfait. Donc on va un tout petit peu accélérer parce que pour respecter le timing, c'est important. L'idée maintenant, c'est de vous montrer quoi? C'est de vous montrer que la fiscalité, finalement, souvent on la subit. Et en fait, c'est de se dire, non, en fait, c'est un formidable outil. Pourquoi? Parce que la fiscalité, c'est de l'argent qu'on doit payer quoi qu'il arrive, qu'on doit donner à l'État parce qu'il nous le demande. Mais l'État, il a mis en place des dispositifs. Et bien en fait, dites-vous que la fiscalité, c'est un levier, c'est un moyen de pouvoir répondre à vos objectifs. Un des moyens, et là on a fait un focus, notamment la retraite. Ça fait partie on l'a vu tout à l'heure dans les réponses auxquelles vous avez répondu au début, il y avait la retraite. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Et je vais passer un petit peu rapidement sur le marché de la retraite parce qu'on a un timing assez serré, donc je ne veux pas perdre de temps là-dessus. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le marché de la retraite, il est compliqué parce que notre système de retraite par répartition, on sait qu'il est plutôt sur le déclin. Il ne fonctionne pas forcément bien. Et l'épargne de retraite supplémentaire, en France, elle n'est pas développée. On a notre système par répartition, mais en parallèle, il y a peu de dispositifs qui ont été mis en place. On le voit, en France, 2% des prestations de retraite versées viennent de la retraite supplémentaire. Alors qu'au Royaume-Uni, c'est 30%, en Belgique, en Allemagne, c'est 10%, en Suède, 5%. Pourquoi ce constat? Parce qu'aujourd'hui, il y a des facteurs externes qui expliquent ça. On a en France l'assurance vie qui prend déjà beaucoup de place. Ce n'est pas une épargne retraite, l'assurance vie, mais ça pèse beaucoup, ça a été fortement développé. On a un régime de retraite de base, ce qui fait que les gens finalement se disent « j'aurai une retraite ». Pas forcément celle qu'ils veulent, mais ils se disent « j'aurai une retraite ». Et ensuite, on avait des plans d'épargne complémentaires qui existent, et jusqu'à maintenant, l'offre, elle était quand même super opaque, voire complexe. Voilà. Tout ça, ça a été vulgarisé et ça a été simplifié depuis la loi Pacte. La loi Pacte, c'est quoi? Elle a été créée au 1er octobre 2019, et c'est un plan d'épargne qui a créé le plan d'épargne retraite. Et le plan d'épargne retraite, il va permettre à chaque épargnant de rassembler et rationaliser toute son épargne sur un seul et même véhicule. Et on va voir que pour le TNS, transition avec ce que tu me disais tout à l'heure, pour le TNS, depuis cette fameuse loi Pacte, c'est l'occasion de profiter en fait, d'une efficacité nouvelle, qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Concernant le PER, je vais faire très simple. Le plan épargne retraite, vous pouvez l'ouvrir de manière individuelle, mais vous pouvez l'ouvrir également de manière collective, au sein de l'entreprise. Le fonctionnement va être globalement pareil. D'accord? Donc, retenez bien une chose, c'est que depuis la loi Pacte, les différents dispositifs que vous connaissiez jusqu'à maintenant, les PERCO, les Madelin, les PERC, les articles 83 par exemple, tout ça, vous allez pouvoir les transférer dans un seul et même support qu'on va appeler le plan épargne retraite, qui va suivre chaque contribuable dans son parcours professionnel. Je vous passe la vidéo parce que tout à l'heure je ne suis pas sûr que le son fonctionnait bien et on va aller avancer. Il faut que tu coupes le micro si tu veux que je mette le son. Non, mais on va avancer comme ça. Merci. Concernant le plan d'épargne retraite, vous avez une phase d'épargne, d'accord? Puis arrivé à la retraite, vous arrivez sur une phase de restitution. C'est là où vous allez percevoir les fruits de votre épargne que vous avez capitalisée, d'accord? En gros, cette épargne, vous la constituez à votre propre rythme et tout ce que vous allez verser sur votre plan épargne retraite, vous allez pouvoir le déduire de votre revenu imposable et il n'y aura pas d'impôt sur les intérêts. Cette épargne sera disponible qu'au moment de votre retraite. C'est quand même très important de le comprendre. Et les réductions d'impôts dont vous allez pouvoir bénéficier, on est hors du plafond des niches fiscales. Voilà. La mécanique, elle est simple, c'est que tout ce que vous versez sur votre plan épargne retraite, d'accord, vous allez le déduire de vos revenus. Si vous le déduisez de vos revenus, ça réduit mécaniquement votre impôt. Voilà ce qu'il faut retenir. Vous préparez votre retraite grâce à l'argent de vos impôts. Prenons par exemple
un dirigeant qui gagne 100 000 euros à l'année. Il verse sur son PER 10 000 euros sur une année. S'il verse 10 000 euros, son revenu imposable va donc être de 90 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bien 10 000 euros qu'on va retirer de ses revenus. Et vu que ce dirigeant il a une TMI à 41%, un taux marginal d'imposition à 41%, ben ça va lui faire économiser 4 100 euros d'impôts. 4 100 euros d'impôts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son effort d'épargne réel, ben il sera que de 5 900. Voilà. Le dirigeant a mis 10 000 euros sur son plan, mais il a économisé 4 100. Il sort bien 5 900 euros de sa poche. Maintenant, on va voir qu'il y a un point qui est important, c'est que votre plan épargne retraite, vous allez pouvoir nommer un bénéficiaire, si jamais il vous arrive quelque chose, si vous êtes amené à décéder. Et ce bénéficiaire, c'est qui vous voulez. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être vos collègues, vos enfants, vous pouvez nommer un ou même plusieurs bénéficiaires. Et cet argent sera transmis sous forme de capital ou de rente. Ça, ce sera le bénéficiaire qui choisira au moment de l'événement. Votre épargne, bien évidemment, elle va être gérée dans le temps. Vous allez pouvoir la faire fructifier. Vous allez pouvoir décider d'une épargne prudente, équilibrée ou dynamique. Ça, vous le verrez avec votre conseiller. D'accord ? Et arrivé à la retraite, c'est là où vous allez pouvoir récolter les fruits de votre épargne. Votre épargne, vous allez pouvoir la débloquer sous forme de capital. Ça, c'est quand même super important. En totalité, ou de manière fractionnée. Ou même sous forme de rente viagère. Une rente viagère, c'est quoi? C'est une rente qui vous est versée jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à ce que vous décédiez. Et sur la rente, vous verrez qu'il y a plein de choix possibles. Ça se décide au moment du départ à la retraite. Donc je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Mais sortie en capital ou en rente, c'est vous qui décidez. Donc pourquoi le PER? Vous allez vous constituer un complément de revenu pour la retraite. Vous allez avoir une forte réduction de votre fiscalité, ce qui va donc financer en partie votre retraite. Vous allez pouvoir protéger vos proches. Vous l'avez compris, si vous décédez, l'argent qui est sur le plan épargne retraite va à vos bénéficiaires. Vous optimisez le rendement de votre épargne, puisque cette épargne elle va être pilotée, et puis vous optimisez la fiscalité de votre épargne. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tous les avantages fiscaux liés au PER. Voilà le PER. Point important, je vous ai dit, si vous décédez, l'argent va à vos bénéficiaires. Et bien vous allez voir que vous allez pouvoir optimiser votre succession. Pourquoi? Parce que l'argent qui est sur ce plan épargne retraite sera transmis à chaque bénéficiaire et jusqu'à 152 500 euros, il n'y aura pas de trait de succession. Comment optimiser sa succession? Avec notamment un plan épargne retraite. Ensuite, jusqu'à maintenant, vous connaissiez sûrement le PERP ou le Madelin, qui étaient les plans d'épargne retraite communs et puis qui étaient mis en place. Et vous allez voir que le PER, en fait, c'est mieux que ces dispositifs-là sur plein de points. Vous pouvez sortir en capital, alors qu'avant, ce n'était pas possible, à l'échéance. Vous pouvez sortir l'argent de votre plan épargne retraite pour financer votre résidence principale, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Bien sûr, ça reste déductible lorsque vous versez dessus, ça reste transférable. En cas de décès, je vous l'ai montré précédemment, vous pouvez sortir cet argent en capital pour le bénéficiaire, alors qu'avant, c'était uniquement sous forme de rente. On a une table de mortalité qui est garantie, je ne rentre pas dans le détail là-dessus, et on n'a pas de versement minimum. Vous saviez que sur un dispositif Madelin, pour ceux qui sont concernés, on était obligé de l'alimenter chaque année, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non. Alors que là, votre plan épargne retraite, vous l'alimentez que si vous le souhaitez. Voilà. Je vais passer un petit peu plus vite là-dessus pour ne pas perdre de temps. Je vais parler de transfert tout à l'heure. Ben ouais, mais du coup, cette épargne que vous avez pu constituer jusqu'à maintenant, via des Madelins, de l'article 83 ou un PERP, où est-ce que vous pouvez le transférer? Vous pouvez le transférer dans votre plan épargne retraite, et lui, il sera composé de compartiments. Tout ça pour vous dire que tout ce que vous aviez mis en place jusqu'à maintenant, vous pouvez le transférer dans votre nouveau plan épargne retraite, avec tous les avantages que je viens de vous présenter précédemment. C'est quoi l'intérêt finalement de transférer un ancien dispositif? Je vous propose qu'on regarde avec des données très chiffrées et on va finir là-dessus avec des données concrètes. Imaginons, avant vous aviez un Madelin ou un PERP et on sait qu'on peut sortir uniquement en rente avec ces dispositifs-là. Arrivé à la retraite, vous êtes constitué un capital de 100 000 euros sur votre plan Madelin par exemple. Ces 100 000 euros, si on part sous forme de rente viagère, l'assureur va vous verser 794 euros de rente trimestrielle, en gros 265 euros par mois. Vous toucherez 265 euros par mois jusqu'à la fin de vos jours. L'avantage, c'est que ce revenu, il est garanti à vie. Il y a un inconvénient, c'est que quand on perçoit une rente viagère, si jamais on décède, au bout de 5 ans, cette rente, elle est perdue.
Si vous n'avez pas mis d'option en place, cette rente, elle est perdue. Et en gros, il va vous falloir 31 ans pour pouvoir récupérer le capital que vous aviez au départ. Donc, si vous décidez avant 31 ans, vous ne récupérez pas vos 100 000 euros. Le capital est aliéné. Ça veut dire que le capital, à partir du moment où vous liquidez votre Madelin ou votre père, il appartient à l'assureur. Et ça veut dire quoi? C'est que la revalorisation du capital, elle sera au profit de l'assureur. Voilà. Vu qu'il est à lui, vous touchez votre rente, il n'est plus à vous. Ce que je vous propose, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe avec le PER, puisque le PER, on a vu qu'on pouvait sortir en capital. Pourquoi sortir sous forme de rente viagère si vous pouvez sortir cet argent à votre guise de manière mensuelle? Eh bien, si on reste sur un profil prudent, comme j'avais fait précédemment dans la simulation, et une personne qui partait à la retraite en 2020 et qui se dit, moi j'aimerais consommer mon épargne sur les 20 années à venir. Donc de 2020 à 2040, je souhaite consommer mes 100 000 euros. Et bien pour consommer ces 100 000 euros, vous allez pouvoir vous verser 484,45 euros tous les mois. Et vous aurez consommé vos 100 000 euros. L'avantage, c'est quoi? C'est que le capital, il est resté disponible durant ces 20 années. Donc à tout moment, vous avez pu dire, si j'ai besoin d'en utiliser davantage, je peux taper dedans. Point important, en cas de décès, le capital restant, il est transmis à vos héritiers. Il n'est pas perdu. Il ne va pas à l'assureur. Et enfin, vous pouvez faire évoluer vos retraites à tout moment comme vous le souhaitez. Là, j'ai mis 485 euros, c'est ce que j'ai divisé sur 20 ans, les 100 000. Vous pouvez dire, j'ai besoin de 700, je retire 700. J'ai besoin de moins, je retire moins. Vous voyez toute la souplesse qu'il y a avec ce nouveau dispositif. Donc en gros, pourquoi conserver des anciens supports qui sont plutôt un carcan, qui vous enferment dans quelque chose de plutôt contraignant, quand vous avez en parallèle quelque chose de plutôt disponible. Et pour finir, et je finirai donc sur ce fameux exemple, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le nouveau PER est plus avantageux pour les TNS, les travailleurs non salariés? On va prendre l'exemple de Céline. Céline, elle est expert comptable. Et Céline, elle est à son compte depuis 10 ans. Et puis elle a 3 collaborateurs. C'est incroyable le nombre de Céline comptable. C'est incroyable. Céline, elle a une forte pression fiscale puisqu'elle est fiscalisée à hauteur de 41%, son taux marginal d'imposition. Puis elle dispose aussi d'une épargne personnelle qui globalement dort sur des comptes. Cette épargne, elle est non optimisée, elle n'est pas gérée. Elle a des comptes sur livret comme beaucoup. Sachant que Céline, elle possède déjà un contrat Madelin, un contrat de TNS, travailleur non salarié, où il y a 25 000 euros dessus, qui avait été alimenté par des versements obligatoires. Céline, elle sait qu'il y a eu une évolution de la loi Pacte et elle se dit, qu'est-ce que je peux faire avec mon épargne retraite? Et bien Céline, qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de mettre en place un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, moi je vais mettre un PER dans mon entreprise, mais en faire bénéficier mes salariés. Tous les avantages qu'on a vus précédemment, que Vincent vous a présentés. Elle se dit quoi? Si elle transfère son Madelin vers son PER, elle aura plus de souplesse, elle ne sera plus obligée de verser tous les ans dessus. Elle n'aura aucun versement, si elle ne effectue aucun versement sur son plan d'épargne retraite, ça ne change rien au contrat, et elle pourra récupérer 100% de l'épargne au moment de partir à la retraite, et elle pourra même financer sa résidence principale si elle le souhaite. En plus de ça, Céline, elle dit, tiens, je vais verser 10 000 euros cette année sur mon plan d'épargne retraite. On a vu précédemment, je vous ai repris le même exemple, 10 000 euros, ça va lui générer 4 100 euros d'économie d'impôt. Ça veut dire qu'elle aura réellement versé de sa poche 5 900 euros sur son plan d'épargne retraite. Donc là, on peut voir que c'est quand même plutôt bien. Elle en fait bénéficier ses salariés, elle alimente son plan d'épargne retraite, elle a une économie d'impôt personnelle, c'est magnifique. Je vous propose d'aller plus loin. Pour aller plus loin et optimiser l'efficacité de ses versements, Céline, elle peut mettre en place un abondement. Cet abondement, elle dit, tiens, je vais mettre une règle d'abondement de 100%. On l'a vu précédemment, si elle verse 10 000 euros, 100% d'abondement, elle peut aller chercher 10 000, mais c'est plafonné. On a vu que dans le PER, l'abondement était plafonné à 6 581 euros. Donc, Céline, elle aura réellement versé 5 900 euros dans son plan épargne retraite, net, pour avoir à l'arrivée 16 581 euros. Les 10 000 euros, plus l'abondement, plus que ce que l'entreprise va verser, 6 581 euros. Ça veut dire quoi finalement? Avec le versement couplé à l'abondement dans le PER, ça permet de bénéficier d'un double avantage. L'économie d'impôt sur le versement personnel et l'abondement de l'entreprise qui va être exonéré de charges et d'impôts sur le revenu. Sachant qu'on est sur une entreprise de moins de 50 salariés, il n'y aura aucun forfait social. Et là, vous voyez toute la puissance d'un dispositif comme celui-ci pour pouvoir répondre à un objectif qui est la retraite. Et là, concrètement, vous mettez bien votre fiscalité au service de votre retraite. Point important,
On a pris l'exemple de la retraite parce que ça concerne une grande majorité de la population, mais j'imagine que vous avez sûrement d'autres objectifs. Voilà. Là, c'était juste pour partager un point avec vous et avec des données concrètes et chiffrées. Et donc, je laisse la parole à Vincent en ce qui concerne la conclusion. Bah écoute, merci Romain. Du coup, on va vous poser une dernière question, si tu l'as Maxime, pour conclure justement. Allez. Alors, la question, parmi les solutions suivantes, qu'avez-vous déjà mis en place? Donc, on vous a mis quelques exemples, et vous voyez bien que le dispositif, il en existe plein. Donc là, l'idée, c'est de voir effectivement ce que vous, à votre niveau, vous avez déjà pu faire sur ce type de dispositif. On va laisser quelques minutes. Au niveau du timing, on va être tout poil. Là, on va être bien, ouais. Donc, on vous laisse réagir sur Zoom pour compléter le sondage. Donc, encore une fois, c'est une liste non exhaustive. On va démarrer juste après notre sondage d'intervenir pour pouvoir. Vous allez pouvoir sur Zoom donc ouvrir vos micros et puis intervenir. J'ai quelques questions que je vais pouvoir transmettre à Romain et Vincent. Ton micro, Maxime, ton micro. Sur Zoom, donc merci de compléter le sondage, je le transmets juste après, vous aurez la possibilité d'intervenir, soit en laissant dans le chat vos commentaires que je transmettrai à Romain et Vincent, ou alors sur Facebook, mettez en commentaire et c'est pareil, on vous fera intervenir. Là il est 9h53, comme ça on va pouvoir respecter le timing pour clôturer ce petit déj pro de ce matin, le 10e, aux alentours de 10h. Voilà, vous êtes 5 sur 8 à avoir répondu sur Zoom. Donc je répète la question pour Facebook. Parmi nos solutions suivantes, qu'avez-vous mis en place? Donc en fait, liste non exhaustive de véhicules ou de contrats que vous avez mis en place pour optimiser en fait votre fiscalité. Et puis répondre à un objectif, ceux qu'on a vu au début notamment. Exactement. Donc là, ça fait 1 minute 47. Ce qui a été proposé, plan d'épargne retraite individuelle, plan d'épargne retraite collective, plan d'épargne entreprise, départ de SCPI en usufruit, acquisition de parts sociales, contrat de capitalisation, contrat Madelin ou contrat de prévoyance. Écoutez, messieurs, je vous propose de clôturer le sondage et je vous partage les résultats. Alors, là, contrairement au premier sondage, tout n'a pas été coché. On a en majorité à hauteur de 40% des réponses des plans épargne retraite collective, plan épargne retraite entreprise, plan d'épargne entreprise et contrat de prévoyance qui ont été mis en place. Et à hauteur de 20%, plan d'épargne retraite individuelle et un contrat Madelin. Donc là, finalement, ce qui est important, et c'était l'objectif aussi de ce matin, c'est qu'on se rend compte qu'on peut avoir plein d'objectifs, et on l'a vu. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'en face, il peut y avoir plein de solutions qu'on peut mettre en place. On voit que là, dans les solutions qu'on a présentées, peut-être que certaines ne sont pas connues. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il est important de se faire accompagner dans ce type de mise en place. Et on l'a vu, les entreprises de moins de 50 salariés le sont peu. Donc voilà, quand vous avez un objectif, et en fait, c'est ça qui est important, et c'est un peu notre ADN, mettre un objectif, avoir un objectif, le définir et apporter une solution pour répondre à cet objectif. Donc voilà, il faut se faire accompagner avant de mettre en place des solutions et, voilà, et bien poser ses objectifs avant de faire quoi que ce soit. C'est l'essentiel. C'est vrai que pour une entreprise, pour nos TPE ou nos entreprises individuelles, nos TPE, nos PME, c'est toujours compliqué de se concentrer en fait sur cet objectif-là. On est 100% mobilisé sur l'objectif numéro 1 qui est répondre à la demande des clients et fidéliser nos salariés. Donc je pense qu'en effet, de se faire accompagner. Je ne sais pas si à la fin de votre PowerPoint, vous avez mis vos coordonnées, mais on vous transmettra de toute façon à tous ceux qui ont répondu présent vos coordonnées pour vous poser des questions peut-être un peu plus particulières et rentrer au cas par cas. Est-ce que tu veux qu'on réponde à certaines? En tout cas, oui. Alors, il y en a une première qui dit l'économie d'impôt est-elle valable également pour une société soumise à l'IS? Bien sûr. Là, on va être dans le cadre du... Alors, la question, c'est de savoir après
on se parle de quel support et de quelle version. En d'autres termes, si c'est pour un TNS, un travailleur non salarié qui alimente son plan épargne entreprise ou son plan épargne retraite, en effet, soit il le fait à titre personnel avec ses deniers personnels, soit il le fait faire par l'entreprise. Là, vous l'avez bien compris, c'est un sujet qui est un petit peu technique, donc on n'est pas rentré trop dans le détail, Vincent en a parlé tout à l'heure, mais le travailleur non salarié peut choisir de déduire cette épargne, d'accord, des résultats de l'entreprise ou le déduire de ses revenus. Là, ça, c'est à voir avec la personne. Et puis on a une autre question, un PER est-il transférable si un salarié change d'entreprise et qui gère le transfert? Oui, alors donc oui, le PER est transférable. Et qui gère le transfert? Après, ça dépend de qui s'occupe de l'opération. Si on prend nos cas, nous on se charge d'effectuer les transferts par le biais de nos partenaires. En attendant, après avoir défini les besoins préalables, bien entendu. Et si la question est aussi d'ordre, on va dire, réglementaire, dès lors que vous souscrivez un nouveau plan avec un nouveau partenaire, un nouvel assureur, voilà, c'est lui qui va enregistrer cette souscription et c'est lui qui va se rapprocher de l'autre assureur pour faire le lien. Voilà. Vous, en soi, vous n'avez qu'à souscrire ou à mettre en place votre plan. La seule chose, c'est les délais qui peuvent être un peu longs, tant que l'ancien assureur cède et transfère effectivement le contrat. Des fois, il faut être clair là-dessus, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. Ok, il est 9h58. Est-ce que peut-être sur Zoom vous voulez intervenir, ouvrir votre micro pour interagir? Là j'ai une autre question. Les frais de l'agent apparaissent quand? Ah oui, je pense que l'agent, ça doit être le conseiller. Ouais. Comment ça se passe justement? Alors, ça dépend de comment travaille votre conseiller et à qui vous avez affaire. Vous avez des conseillers aujourd'hui qui facturent des honoraires, voilà, au titre du temps passé avec leurs clients, comme un avocat ou autre, vont facturer à l'heure des honoraires. Ou inversement, ou autre, ça peut être aussi le conseiller qui est rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires. Donc là, souvent, ça peut être le partenaire avec lequel il travaille qui va le rémunérer. Ça, c'est vraiment propre à chaque conseiller, à chaque interlocuteur. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question, mais globalement, il y a deux modes de rémunération. Et un conseiller se doit de toute manière d'être très transparent avec ses clients, à savoir comment est-ce qu'il va être rémunéré. Donc, voilà, normalement, c'est remis et écrit dans un rapport de mission et d'adéquation. Donc ça, c'est défini au préalable, effectivement, avant le transfert, et donc c'est établi dès le départ, en toute transparence. Parfait. Anne-Sophie sur Facebook, est-ce qu'on a ça ne réagit pas ce matin? Sur Zoom, il est 10h pile. On voit un petit pouce en l'air de Frédéric, donc a priori on a répondu parfaitement à sa question. Merci Romain, merci Vincent. Est-ce que Frédéric, tu as ouvert ton micro? Et aussi pour le mascotte, là je vois qu'il y a une certaine harmonie, voire même Maxime un peu qui essaie de copier. J'essaie de me différencier un petit peu, mais c'est vrai que tu as l'œil, Frédéric, bravo. Pour être très transparent, c'était le fruit du hasard. D'accord, bon, on ne pas. Non, c'était pas concerté, Frédéric. Merci à vous aussi pour votre numéro. Très bien, écoutez, je vous propose de clôturer ce format, donc le 10e petit déj pro ce matin. Remercie Anne-Sophie qui était chef d'orchestre de ce petit déj pro, donc au sein du Rubik's Co à Montbuis-sur-Loire. Un grand merci à vous Romain et Vincent. Je vois que j'ai une autre question. C'est des remerciements. Si l'on comprend bien l'intérêt différenciant de ce genre de dispositif pour la fidélisation des salariés, avez-vous déjà eu des gens qui arrivent à le mettre en avant commercialement vers les clients? Oui et non. Après, j'ai envie de répondre, ça dépend de la relation de proximité que vous avez avec votre client. Certains clients peuvent être sensibles au fait que vous avez une approche, on va dire, bienveillante des avis de vos salariés. Et auquel cas, si vous dites, voilà, j'ai mis ça en place dans mon entreprise, j'ai mis en place des objectifs sur lesquels je rémunère mes salariés, je leur verse des primes. Clairement, je trouve que c'est plutôt bénéfique et c'est plutôt un côté socialement responsable de faire ça. Après, les entreprises ne sont pas obligées de communiquer sur ce point-là. Donc,
voilà. Le vrai intérêt, quand on parle surtout de fidélisation et surtout de mettre en avant, c'est mettre en avant votre entreprise, les avis de vos salariés. C'est les intéresser, les rendre fidèles et que tout le monde aille dans le même sens. Clairement, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que verser de l'argent à un salarié, ça coûte horriblement cher. On connaît le niveau des charges en France, le coût du travail en France. Là, c'est de dire que vous avez un dispositif qui vous permet de verser de l'argent, de reconnaître vos salariés, et ce, à moindre coût. Vous ne vous dites pas, sur les 1000 euros que j'ai sortis de ma boîte, il y en a 70% qui sont partis au trésor public ou en cotisation sociale. Au moins, ce que vous avez sorti, clairement, c'est pour vous ou vos salariés. Et puis, je dirais même, comme on l'a dit au départ, un salarié qui va se sentir bien dans son entreprise, déjà, le client va le ressentir, forcément, et le salarié en parlera. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il bénéficie de tout ce type de dispositif et qu'il est épanoui dans son entreprise, il fera d'autant mieux son travail et il dégagera quelque chose, une certaine sérénité qui, je pense, fera forcément mécaniquement de la publicité à son entreprise. Et là, si vous revenez, et merci pour cette question qui est très pertinente, si vous revenez finalement sur le thème de l'atelier, la fiscalité, vous allez la payer, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre. Mais là, l'idée, c'est que cet argent, vous l'utilisez à bon escient et vous lui donnez du sens. Voilà. Vous dites, mon impôt, au moins, j'ai donné du sens, il a une utilité, il a un intérêt social pour votre entreprise, vos salariés, mais ça peut être aussi pour vous, dirigeants, vous l'avez bien compris. Vous pouvez aussi monter ce dispositif aussi à votre avantage. Donner du sens à sa fiscalité, on l'a bien compris. Merci, merci beaucoup. Pour finir sur la fidélisation des salariés, donc ça répond en effet, je pense, à des problématiques de turnover. Il y a aussi une grande problématique, c'est le recrutement. Je crois que quand il y a des choses qui fonctionnent bien dans une entreprise, les salariés en parlent, et peut-être potentiellement ça peut permettre des leviers à aller toucher des nouveaux talents pour son entreprise. Ouais, complètement. L'attractivité, effectivement. Ouais, et favoriser l'attractivité. Ok, il est 10h04, on a pu déborder un petit peu. De ce que j'ai vu en commentaire, les participants ont été satisfaits de cette matinale. Merci à vous Romain et Vincent. Merci. On vous transmettra donc par mail vos coordonnées pour pouvoir bien sûr continuer le débat et vous poser des questions plutôt à titre individuel. Donc on clôture ce matin le 10e Petit Déj Pro. Rendez-vous au prochain, donc ce sera le mardi 6 avril. Je crois que la thématique n'est pas encore fixée, mais de mémoire c'était avec l'INPI sur sécuriser sa marque employeur. Tout ça, vous aurez bien sûr les informations sur les mail lists. Restez en contact. Merci pour vos interventions et puis à bientôt. Merci à tous, bonne journée.